Alors avec nous pour évoquer ce sujet sensible, entre guillemets, football et religion, deux invités. D'abord en plateau, l'auteur du livre qui nous a donné envie d'en parler de ce sujet, Nicolas Villas, bonsoir. Bonsoir. Alors vous publiez Dieu Football Club, sous-titré Quand la religion s'immisce dans le football. C'est aux éditions Hugo Sport. Vous êtes journaliste sportif, vous collaborez entre autres à plusieurs médias, RMC, Radio France Internationale ou Ma Chaîne Sport. Et puis nous avons normalement au téléphone depuis Calais Laurence Munoz, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Voilà. Alors vous êtes historienne et sociologue du sport. Vous avez beaucoup travaillé sur les rapports entre le sport et l'Église catholique en particulier. Alors ma première question sera pour vous, Nicolas Villas. La cohabitation entre le football et la religion, qui est le sujet de ce livre, c'est pas un phénomène récent, c'est même le cœur de votre livre. Expliquez qu'en fait ça a toujours existé. Oui, alors c'est la première partie de ce bouquin on peut présenter de façon un peu plus encyclopédique, empirique. Effectivement, alors c'est qu'aujourd'hui on a peut-être tendance à croire que on voit plus de signes religieux sur les terrains de football, mais finalement ça a toujours existé. Les premiers jeux de ballon pratiqués par des hommes découlaient de pratiques religieuses, de rites religieux il y a à peu près 3000 ans. Et puis si on s'intéresse au football plus institutionnalisé tel qu'on le connaît aujourd'hui, les premiers clubs de football, beaucoup des premiers clubs de football, mais même certaines fédérations sont finalement le prolongement de certaines institutions religieuses également. Alors je pense que Laurence Munoz, vous allez confirmer ça. La religion a été, un élément fondateur du football. C'est vrai partout. En France, par exemple, le football a souvent été soutenu par des associations chrétiennes. Alors, c'est-à-dire que dans la mesure où le mouvement sportif n'était pas encore institué, chacun allait du sien pour créer son association et sa fédération. Et effectivement, dans la fin du 19e siècle, les fédérations catholiques, les fédérations socialistes, les fédérations bien sûr républicaines ont mis en place des activités pour la jeunesse. Pas forcément uniquement du football, mais des sports et des activités, notamment dans les œuvres de jeunesse. Et dans ce cadre-là, les patronages catholiques ont été très actifs avec la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France, d'où émane directement le CFI, le Comité français interfédéral, mené par Henri Delaunay et Charles Simon, qui étaient effectivement deux personnages éminents des patronages catholiques, qui sont devenus, Charles Simon est mort à la Grande Guerre en 1915, mais qui sont devenus les dirigeants de la première fédération autonome, la Fédération de football association, effectivement. Alors Nicolas Villas, toutes les religions sont présentes dans le foot, on en parle dans votre livre. Évidemment, aujourd'hui, c'est l'islam qui est la plus visible. D'abord, il y a beaucoup de joueurs français qui sont musulmans. On le sait parfois, on l'ignore parfois, et puis ou d'autres qui se sont convertis à l'islam. C'est vraiment aujourd'hui, l'islam fait partie du monde du football en France. Oui, alors ce qui est intéressant justement, c'est vrai que on voit par exemple. Alors, justement, on voit l'image, c'est Franck Ribéry. Alors, Franck Ribéry, en fait, vous dites qu'il s'appelle Bilal Youssouf Mohamed, c'est son nom. Voilà, alors c'est son nom musulman qu'il a adopté après sa conversion à l'islam. Alors, les mécanismes, on va dire, de conversion sont différents selon les personnes. Il n'y a pas une vérité à ce genre de réalité. Mais ce qui est très intéressant, justement, puisque vous évoquez l'islam, on a tendance à croire qu'aujourd'hui, la religion est plus présente dans le football qu'elle ne l'a été il y a quelques années. Ce qui est intéressant, justement, vous en parliez, c'est que aujourd'hui, on est dans une société pluriculturelle. L'islam aujourd'hui fait partie de la société française, et peut-être que on focalise aujourd'hui plus là-dessus parce qu'une partie des gens a peut-être encore du mal à intégrer justement cette réalité, le fait que l'islam fasse aujourd'hui partie de la société française, et ça concerne également certains supporters, certains clubs de football, et on focalise peut-être plus un petit peu là-dessus. Alors c'est vrai que l'objectif de ce bouquin, c'est d'expliquer que finalement, on le disait tout à l'heure, la présence de la religion dans le football, dans les sociétés sportives d'une façon générale, elle est originelle, elle est là depuis sa fondation, depuis le début de ces pratiques-là, mais il n'y a pas que l'islam finalement qui est concerné par ça, même si aujourd'hui c'est vrai, on a tendance à focaliser là-dessus justement. Alors vous en parlez aussi, il y a des clubs juifs qui se revendiquent comme tels. Il y a des clubs chrétiens. Il y a aussi de l'antisémitisme dans le football. Donc tout ça est dans votre livre. C'est une sorte de radiographie du monde du football d'aujourd'hui. C'est un état des lieux en fait du football moderne en France et dans d'autres pays. Alors c'est ça. L'idée c'est de donner la parole aux acteurs finalement du football, c'est-à-dire des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants, des arbitres aussi, même si ça n'a pas toujours été facile, des anciens joueurs, des joueuses également, parce que la question du port du voile également est évoquée. Il y a une vraie problématique autour de ça. L'idée, c'est d'aborder certaines problématiques qui sont parfois des problématiques liées à des thèmes de société et de constater que finalement le football sur certaines de ces problématiques a une certaine avance finalement. C'est pas le cas pour toutes, et surtout c'est d'expliquer que toutes ces problématiques sont évoquées à travers des témoignages qui sont différents, qu'une réponse seule n'est pas possible à toutes ces questions justement. Alors
Alors, puisqu'on nous montre l'image justement on va en parler maintenant, je voulais en parler plus tard, mais on va en parler maintenant donc de ces femmes qui pratiquent le football. Donc là, on les voit avec le voile. On sait que la FIFA, donc la Fédération internationale du football, a autorisé, je pense, en 2012 le port du voile, et que la France, entre autres, pour l'instant, ne reconnaît pas cette décision. Elle interdit en fait aux joueuses de porter le voile. Alors, il y a une vraie problématique autour de ça, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que la France s'est officiellement portée candidate il y a quelques jours à l'organisation de la Coupe du Monde féminine en 2019. La FIFA, parce qu'elle estime que c'est un signe culturel et non religieux, a autorisé le port du voile, mais également le turban pour les hommes notamment. Et la Fédération française de football, elle, au nom de la loi française, du principe de laïcité, continue de l'interdire. Alors ça veut dire qu'en 2019, si la France avait l'organisation de la Coupe du Monde féminine, c'est une équipe qui a des joueuses qui portent le voile venait à venir jouer en France, il y aurait une vraie problématique autour de ça. C'est vrai que ça fait partie des thèmes dans lesquels finalement il y a je dirais pas un vide juridique parce qu'il y a des lois, mais où elles se contredisent finalement. Mais vous ne portez pas de jugement, vous ne dites pas si c'est bien ou mal. Non, alors moi mon rôle, je pense que l'objectif de ce livre, c'est avant tout, c'est même pas l'objectif, c'est l'essence même de ce travail, c'est que c'est un travail journalistique. L'idée, encore une fois, c'est qu'il y a des problématiques qui sont abordées, qui sont parfois des thèmes de société, que plusieurs personnes ont un avis différent par rapport à ces questions-là, qui peuvent être dues à l'éducation, au vécu, à une expérience personnelle, à des convictions également, parfois à leur foi aussi. Et l'idée, finalement, est d'apporter plusieurs angles, plusieurs points de vue là-dessus. C'est vrai que la question du port du voile, par exemple, je trouve ça presque hallucinant que beaucoup de gens aient donné leur avis là-dessus, mais qu'on demande jamais l'avis aux joueuses qui sont voilées ou aux joueuses tout court, tout simplement. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin. On va se retourner un instant vers Laurence Munoz. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Laurence Munoz, en tant que sociologue du sport, du port du voile par les joueuses femmes donc de football? Je voulais réagir à l'intervention de M. Villas pour un petit peu dissocier les questions qui sont de l'ordre institutionnel, de l'appareillage sportif, je dirais les fédérations, quand vous faites référence au début du XXe siècle, effectivement, donc les fédérations, certaines avaient une marque religieuse tout à fait constitutive dans leur fondement, et d'autre part, les signes religieux que peuvent réaliser des joueurs ou des athlètes sur un terrain, qui sont donc de nature différente. D'un côté, vous avez des institutions, dont par exemple la FIFA qui doit s'emparer d'un certain nombre de comportements. Donc ça, c'est plutôt réglementaire, c'est plutôt une attitude d'une institution vis-à-vis d'un problème qui se pose, problème ou pas problème. Et à côté de ça, il y a des comportements individuels qui, pour certains, posent problème, pour d'autres n'en posent pas. Évidemment, les signes, vous avez vu, ont quand même changé, ont évolué. On a des signes, donc déjà, il faut savoir de quoi on parle. Donc les signes, il y a des signes de joie. Dans le langage religieux, ça peut être des actions de grâce. Il y a des signes d'imploration, il y a des signes de demande, il y a des signes de déception, des signes d'identité collective, ou bien des signes tout simplement par habitude. Alors là où on voyait des gens qui se signaient en entrant en faisant le signe de croix, où c'était pas ostensible dans le sens où l'ostentation c'est l'étalage indiscret, donc le sens de l'ostentation. Bon, on avait un signe discret, et depuis le début des années 2000, il y a des comportements qui sont ostensibles, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour être vus. Justement, mais ça c'est le phénomène de la médiatisation aujourd'hui. C'est peut-être pour ça aussi que les religions sont perçues comme étant beaucoup plus présentes aujourd'hui dans le sport qu'elles ne l'étaient avant, alors qu'en fait elles le sont tout autant, mais simplement la médiatisation fait qu'on a une impression de présence plus importante. Et peut-être une forme de prosélytisme aussi en faisant toujours ces signes ostentatoires sur les terrains. À la fois, on ne peut pas savoir qui de la poule ou de l'œuf, c'est-à-dire est-ce que les comportements sont générés par la visibilité et la montée des enjeux. C'est quand même probable que la visibilité mondiale universelle soit un motif qui a exacerbé un petit peu, qui a augmenté le nombre des comportements, parce que la visibilité, ça dépend un petit peu des intentions, quand bien même on n'est pas sûr de faire le tour des intentions des personnes qui les pratiquent. Nicolas Villas, en tout cas, c'est parfois un vrai casse-tête pour les entraîneurs. Est-ce qu'il faut jouer pendant le ramadan ou pas, pendant le Shabbat ou pas? Est-ce qu'il faut prévoir la nourriture halal ou pas, des prières dans le vestiaire ou pas? Enfin, je veux dire, ça pose parfois des problèmes très concrets. Oui, alors ce qui est intéressant justement, c'est que ces problématiques-là, il y a eu des cas finalement qui se sont produits parfois clivants il y a une quinzaine ou vingtaine d'années. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des débats qu'on commence à avoir aujourd'hui au sein de la société, que ce soit dans l'espace public ou privé, et que finalement le football s'est déjà adapté à ça, c'est-à-dire que c'est régulé. Certains joueurs, Ribéry ou Abou Diaby, l'expliquent par exemple, dans les grands clubs européens où on passe, ce sont des habitudes qui sont déjà imprégnées, c'est-à-dire les clubs s'adaptent à ce genre de pratique, ils veulent mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. En France, c'est le cas aussi. Le ramadan,
peut devenir un problème s'il tombe en plein été, comme ça a été le cas ces derniers temps, parce que c'est en pleine préparation physique. Mais les joueurs s'adaptent aussi, c'est ça qui est intéressant. Mais pour en revenir à ce que disait Isabelle à l'instant, c'est qu'elle le dit, Laurence, pardon, pas Isabelle. Elle le disait à l'instant, c'est que c'est ça qui est très intéressant, c'est que elle le dit elle-même. Ça dépend des intentions, mais les intentions vont dépendre des individus. C'est vrai qu'on ne peut pas tirer de conclusion non plus sur des phénomènes qui finalement parfois sont globaux, mais qui parfois sont des exceptions aussi. Et qui sont aussi parfois des expressions d'un communautarisme dont la France n'est pas habituée aussi. Oui, alors ça c'est aussi l'un des thèmes qui est abordé. C'est vrai que le modèle d'intégration à la française finalement est confronté à ce problème, à ces problématiques religieuses. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ce qui se produit par exemple au Royaume-Uni, et beaucoup de joueurs passés par le Royaume-Uni et notamment l'Angleterre l'expliquent, il y a une façon de vivre son islam qui est différent de celui dont on le vit en France. Et c'est vrai que le phénomène du communautarisme finalement est une conséquence en France, mais qu'on n'admet pas et surtout qu'on refoule, alors que finalement on a les mêmes conséquences que dans d'autres pays qui l'assument. Ça ne correspond pas en tout cas à l'image qu'on avait voulu donner en 98 de la France unie, black blanc beurre. Non, alors c'est plutôt le contraire. Pour moi, c'était surtout c'est un mythe mytho, moi j'appelle ça. C'est-à-dire on a voulu croire que ça existait parce qu'on a surfé dans l'euphorie, mais c'était pas vraiment comme ça, non. Alors, encore un mot, Laurence Munoz, vous avez entendu? En évoquant les signes tout à l'heure, je voulais dire que les comportements ont changé dans la mesure où dans les années 20, 30, 60, 70, on avait des comportements individuels isolés, relativement simples, et on est passé sur des comportements beaucoup plus variés dans leur forme, individuels ou collectifs, dont les motifs sont pas toujours explicites. C'est-à-dire que on a parlé des médias, de la visibilité, on a parlé du rite collectif qui peuvent être des danses identitaires comme un petit peu le haka, pourquoi pas. On n'a pas parlé encore de, par exemple, l'expérience mystique, c'est-à-dire de l'euphorie, de l'intensité, de l'expérience corporelle, de la transe qui peut subvenir dans une pratique intense de très haut niveau. Merci, et qui peut Laurence. être de l'ordre du mystique. Oui, merci Laurence Munoz. On sait aussi que le football est une religion, c'est peut-être ça que vous vouliez dire entre les lignes, c'est la vôtre. Et on aurait pu appeler votre livre « Il était une fois FOI, le football ». Merci en tout cas d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Je rappelle le titre de votre livre. Merci Laurence Munoz, vous étiez en direct avec Toute Calais. Et puis Nicolas Villas, donc aux éditions Hugo Sport Dieu Football Club. Merci beaucoup. Merci.